Tout au long de cette 20e année du Dessous des cartes, nous vous proposons régulièrement des numéros expliquant l'élaboration, la fabrique des cartes. Après tout, elles sont le reflet du monde où nous vivons. Eh bien, aujourd'hui, nous allons consacrer ce numéro à la cartographie des côtes, des littoraux, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Alors, quel est le problème ? L'Union européenne a une zone littorale très étendue de près de 95 500 km linéaires, et avec les naufrages des cargos pétroliers Erika en 1999, puis celui du Prestige en 2002, on a pris conscience en Europe de la méconnaissance d'une zone située comme entre terre et mer, une zone en fait pas très bien cartographiée. Et Bruxelles a publié un rapport en 2006 nommé Vision européenne des océans et des mers, préconisant une politique maritime d'ensemble de l'Union européenne. Or, par sa géographie, la France se trouve être la première concernée par cette préconisation. Elle dispose de plus de 5500 km de littoraux pour la seule France métropolitaine, plus les côtes de ses 4 départements d'outre-mer, soit 8200 km linéaires, ce qui fait tout de même presque 10% des côtes européennes à elles seules. Alors ces zones côtières sont soumises à forte pression et des pressions de diverses natures. D'abord, les populations viennent de plus en plus habiter sur les côtes, surtout pour les plus âgés d'entre nous, donc ces zones sont denses en coefficient d'occupation des sols, bien plus que la moyenne nationale. Ensuite, les littoraux concentrent plusieurs types d'activités économiques, les activités touristiques, engendrant investissements, constructions, infrastructures, qui sont pour beaucoup dans la richesse économique d'une région, plus par définition les installations portuaires. Se développent aussi les fermes aquacoles pour fournir une alternative à la pêche en mer, aux côtés d'installations d'ostréiculture situées en région de basse profondeur ou de grande marée. On a aussi 3 types de pollution qui se concentrent sur les côtes, celle engendrée par les constructions et les activités économiques, celle des hydrocarbures venant des déballastages en mer, mais bien plus grave, car bien plus fréquent, celle des rejets des installations industrielles ou des zones urbaines, où trop souvent l'eau rejetée n'a pas été traitée. Et puis enfin, les littoraux sont les premiers milieux naturels soumis aux phénomènes météorologiques violents. On se souvient par exemple de la tempête Cynthia, submergeant plusieurs communes côtières donnant sur l'Atlantique. Voilà donc un milieu tout à la fois porteur d'activités économiques, attractif et fragile, et pourtant les zones littorales sont cartographiées avec assez peu de précision, car elles forment un entre-deux, entre terre et mer. Alors pourquoi ? Regardez cette carte du golfe du Morbihan. La mer est représentée en nuances de bleu et blanc, et la terre est en couleur ocre clair. Côté mer, les cartes marines officielles sont le domaine du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Or, les hydrographes cartographient en priorité les zones navigables, c'est-à-dire celles où les bateaux sont amenés à évoluer. Et ces cartes marines décrivent mal les zones de faible profondeur, ni celles que l'on appelle les zones d'estran, qui sont représentées en vert ici, et qui sont des espaces tantôt couverts, tantôt découverts par la mer, sous l'effet de la marée, et cela représente parfois des grandes étendues. Côté terre, voici maintenant la carte réalisée par l'IGN, l'Institut géographique national, et elle s'interrompt à l'altitude 0, assimilée communément au niveau de la mer. Or, ce niveau n'est pas constant. Pour les terriens, le 0 est dicté en fait par l'altitude calculée depuis le centre de la Terre. Et pour les hydrographes, le 0 des cartes est le niveau atteint lors des plus basses mers, pendant les marées de très grands coefficients. Donc terriens et marins n'ont pas le même 0 de la carte. Alors comment faire ? Eh bien, les 2 opérateurs nationaux dont je vous parlais ont signé un accord en 2008. Ils s'engagent à élaborer une base de données de grande précision, et leur travail doit durer environ 7 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2015. Et ce travail se décompose de la façon suivante. Le premier travail consiste à faire coïncider les données qui existaient déjà en ouvrant sur une cartographie commune, fin de la Terre, début de la mer. Cette cartographie couvre la France métropolitaine et une partie de l'outre-mer français. Elle est d'ailleurs visible sur le portail de l'IGN, le géoportail. Elle comporte les réseaux d'adduction et d'assainissement, les zonages réglementaires, les entrées des ports de plaisance. Vous voyez là le mariage des 2 styles cartographiques.
Une deuxième étape, la plus importante, consiste à enrichir la base de données, et c'est ce qu'on appelle le projet Litho 3D. Ce projet utilise une technique de laser embarqué à bord d'avions afin de compléter les mesures existantes. Alors comment ça marche? L'avion survole une zone en projetant des faisceaux laser sur le sol, et lorsqu'il est au-dessus de la Terre, l'un des faisceaux laser rebondit sur le sol et donne l'altitude, et lorsque l'avion survole la mer, un autre faisceau rebondit sur la surface de l'eau, puis sur le fond sous-marin, et mesure ainsi dans la même passe la profondeur sous-marine et l'altitude à laquelle se trouve la surface de l'eau. Et au-delà d'une certaine profondeur, ce sont des navires porteurs de sondeurs multifaisceaux qui prennent le relais en mer en fonction de la turbidité, c'est-à-dire en fonction de la transparence de l'eau. Alors il a fallu définir ce qu'on entendait par zone littorale, car après tout, où commence-t-elle et où finit-elle? Il a donc été décidé de cartographier jusqu'à 10 mètres de profondeur pour la mer, jusqu'à l'altitude de 10 mètres à terre, et le tout sur au moins 2 km de large, ce qui fait en tout 46 000 km² pour la France métropolitaine et les régions ultra-périphériques, ce qui est beaucoup pour de la cartographie à haute définition, avec une précision planimétrique inférieure à 1 mètre et une précision altimétrique de 20 cm. Une fois les mesures faites et les traitements terminés, on dispose d'une base de données suffisamment précise pour obtenir ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire non plus une carte plate, mais un objet en relief. La Carto 3D donne une image presque tangible des reliefs. On le voit sur cette cartographie en continu de la côte Languedoc-Roussillon entre Argelès et le Cap d'Agde. Bien, alors une fois cela réalisé, à quoi cela va-t-il servir? Reprenons cet exemple de la presqu'île du Morbihan. Sur le relevé cartographique en relief est superposée une photographie aérienne pour accentuer le réalisme. On effectue ici, vous le voyez, une simulation de montée des eaux, car c'est une probabilité qui est désormais étudiée du fait du réchauffement climatique. Et la précision de la modélisation de la carte permet de visualiser ainsi les terrains inondables. Autre exemple, l'île de Mayotte, à l'ouest de Madagascar, dans le détroit du Mozambique. L'île est décrite dans ses moindres détails, en très haute définition, avec une vision très fine, y compris, bien entendu, son lagon. Troisième exemple, regardons l'île de la Réunion. La Réunion est située dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar. C'est une île de 2511 km² avec 207 km de côte. Sa population est de 800 000 habitants, dont 80% vit en zone côtière. La Réunion est à la fois département et région française depuis la loi de décentralisation de 1982. Et à la demande des collectivités territoriales de l'île, toute l'île a été cartographiée en haute définition, y compris la zone littorale. Ainsi, pour les rivières, par exemple, on peut mieux prévoir les crues. La Carto 3D permet une vision nette des bassins versants de l'île, et en combinant ces données avec la pluviométrie, on obtient une plus fine évaluation des débits des cours d'eau, et c'est d'autant plus important que le réseau hydrographique influe directement sur la dispersion des polluants, donc sur les récifs coralliens. Deuxièmement, en 2004, le tsunami ravage l'île de Sumatra, l'ouest de la Thaïlande, Sri Lanka, l'ouest de l'Inde, et finit par toucher l'île de la Réunion. L'onde est affaiblie par la distance, la vague ne fera que 1 mètre, mais l'alerte est prise au sérieux, et il est décidé de cartographier les fonds qui entourent l'île. Car en cas de tsunami, le profil du fond se comporte comme un obstacle qui peut atténuer ou amplifier la vague. Le projet s'inscrit maintenant dans le cadre global du Grenelle de l'environnement à La Réunion. Il s'agit de faire de l'île un modèle en termes d'innovation environnementale. Cela concerne à terme l'urbanisme, le tourisme. Il faut favoriser l'autonomie en termes d'énergie par l'emploi du photovoltaïque, de l'énergie venant de la houle ou encore de la géothermie volcanique. Et l'horizon prévu est 2030. En fait, c'est un enjeu majeur pour cette île. L'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, a placé la Réunion en 16e position parmi les 200 sites naturels à préserver en priorité dans le monde. Et je vous rappelle de plus que l'île a rejoint en 2010 le patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.
Alors pourquoi cette description si technique et si précise? Eh bien d'abord, ce projet concerne des zones à forte densité d'occupation des sols et des zones qui sont fragilisées par les constructions et par les pollutions. Deuxièmement, une carto 3D à une si grande échelle, c'est un petit peu une première. On peut donc espérer que la technologie pourra être exportée. Et puis troisièmement, cela révèle tout de même une prise de conscience, la prise de conscience des dangers, des menaces qui pèsent sur les côtes à cause du changement climatique et des risques de montée des océans. Eh bien, on pourra bien anticiper la montée des océans qu'avec des instruments de mesure précis. Eh bien, c'est l'un des buts de ce projet que je vous ai décrit aujourd'hui. Si vous voulez approfondir cette question, je vous rappelle que 60% des habitants de la planète vivent près des côtes. 4/5 sont des citadins, donc vous pouvez lire Les villes et la mer aux éditions Ellipse, un livre de Jean-Pierre Paulet. Je vous rappelle aussi que vous pouvez lire La fin du monde unique, c'est l'état du monde dans sa livraison 2011, aux éditions de La Découverte. Et puis L'année stratégique 2011, dirigée par Pascal Boniface, aux éditions Armand Collin.